Le foot va-t-il exploser? Titre du livre de Pierre Rondeau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes économiste du sport et professeur à la Sports Management School. Alors, le foot va-t-il exploser? C'est donc un livre que vous publiez le 3 mai dernier, coécrit avec Richard Bouygues aux éditions de l'Aube. Et donc, votre livre met en avant l'inflation des coûts dans le monde du foot, en prenant par exemple l'exemple des droits télévisuels ou même bien le prix d'un joueur il y a 30 ans face au prix d'un joueur aujourd'hui. Alors justement, d'où vient la libéralisation de ce football européen puis mondial et l'explosion du marché des transferts? Alors oui, effectivement, vous l'avez très bien dit, ce que je mets en avant, c'est l'explosion des coûts, droit TV, prix des joueurs et salaires. Ce qu'on met aussi en avant, c'est pour ça justement qu'on s'inquiète d'un risque d'implosion, c'est qu'à la fois on voit ce quelqu'un en fait une certaine explosion des coûts et finalement une stagnation, voire une réduction de la plus-value ou des gains de productivité liés à l'économie du football. Donc c'est pour ça qu'on s'en inquiète. À la question justement pourquoi ces coûts explosent et pourquoi on assiste-t-on à une immense libéralisation, dérégulation du football européen, il faut remonter. Alors il y a plusieurs dates importantes qui se posent dans l'histoire du football professionnel. La première date la plus importante à mon sens, c'est 95 avec l'arrêt Bosman, qui est un arrêt de la Cour européenne de justice, donc qui a été décrété directement par une entité européenne, qui acte de fait la libéralisation, la libre circulation des facteurs de production dans le marché du football. Et en l'occurrence, les facteurs de production dans le marché du football, ce sont les joueurs de football. Donc de fait, l'arrêt Bosman acte la libéralisation, la libre circulation de l'intégralité des facteurs de production, donc des footballeurs de l'espace communautaire. Donc sur le marché européen, on va avoir une intensification de la concurrence, puisque l'ensemble des clubs européens vont pouvoir s'échanger des joueurs sur un marché dérégulé, libéralisé, sans aucune contrainte. Donc, ce qui a provoqué une inflation des coûts, une inflation des salaires et une totale opacité, puisqu'il n'y aura plus de réglementation, plus de quotas, plus de règlement, plus de régulation. Ce sera un laisser-faire absolu acté par la Cour européenne de justice. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, tout ce qui concerne l'explosion des coûts, on a aussi assisté à une inflation considérable des droits TV des droits TV qui financent très grande partie les budgets des clubs de football, qui ont explosé. À titre d'exemple, dans les années 80, quand Canal+ est arrivé en France sur le marché de la retransmission télévisuelle du football, Canal+ avait payé 800 000 euros les droits de diffusion de la Ligue 1. 800 000 euros dans les années 80, ils ont atteint aujourd'hui 748 millions d'euros. Et on parle d'1 milliard pour la période 2021-2024, voire 1,5 milliard. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en gros, le football s'est mondialisé, le football s'est internationalisé, le football s'est ancré comme étant le sport le plus populaire du monde. À titre d'exemple, 100 millions de téléspectateurs à la finale de la Coupe du Monde 94, 3,2 milliards à la finale 2014. Donc voilà, il y a eu une intensification des spectateurs. S'il y a plus de spectateurs, de téléspectateurs, il y a plus de clients potentiels, il y a plus d'audience potentielle, et les télés sont à l'affût justement pour capter cette audience qui augmente. Donc forcément, les droits explosent. Et si les droits explosent, c'est les budgets des clubs de foot qui explosent, donc plus d'argent. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui est directement lié au second et au premier, il y a la mondialisation et l'inflation des droits TV, c'est l'arrivée des investisseurs étrangers. Il y a eu de plus en plus, et surtout pour la période 2010-2018, il y a eu un intérêt croissant des investisseurs étrangers, à la fois intéressés par l'afflux d'argent, justement, qui est l'année des droits TV, et aussi intéressés par la mondialisation du football et l'attrait, justement, mondial qui a pris le football. Donc des investisseurs qataris, émiratis, russes, chinois, de tous les pays du monde, ont investi le football et ont injecté encore plus d'argent. Enfin, le dernier élément, et là il est un peu paradoxal, c'est de considérer que le fair play financier qui date de 2011, c'est un acte de l'UEFA qui impose à ce qu'un club de foot ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne. Le fair play financier, de fait, a permis une augmentation considérable des recettes, puisque les clubs ont dû rationaliser leur comptabilité et dorénavant ont dû d'abord partir à la quête de recettes de merchandising, de marketing, de sponsoring pour pouvoir dépenser a posteriori. Avant de faire prêt financier, la logique c'était je dépense comme un investissement pour espérer gagner par la suite. Depuis faire prêt financier, c'est je dois d'abord gagner
pour ensuite dépenser. Donc comme je dois d'abord gagner, les recettes des clubs de foot ont augmenté, et donc comme les recettes ont augmenté, sur le marché des joueurs, les prix ont augmenté, les salaires ont augmenté, et on assiste à une augmentation entre 96 et 2016, les salaires ont augmenté de 450%, par exemple. Voilà, on assiste à une augmentation considérable des budgets de dépenses et de l'argent qui intègre le marché du football européen. Et alors du coup, Pierre Rondeau, pour lutter contre cette fameuse explosion et cette ultra-libéralisation du secteur, on peut même plus parler de libéralisation à ce stade, en tout cas si l'on suit donc votre livre, eh bien vous proposez des solutions comme eh bien par exemple le rétablissement des quotas dont vous utilisez le terme plusieurs fois dans votre bouquin, c'est-à-dire sur une équipe de 11 joueurs, utiliser donc 6 joueurs formés par le club et 5 joueurs à l'étranger, un modèle qui est déjà très prisé par exemple en Allemagne. Hein. Exactement. Ici, vraiment, véritablement, on voulait vraiment sortir et on a vraiment désiré montrer qu'un modèle pérenne, solvable et soutenable existait. On voulait vraiment sortir de la caricature, je dirais, politiquement gauchiste, qu'on a pu d'ailleurs voir dans les médias ou voir un peu à l'Assemblée ou ailleurs, suite justement à l'arrivée de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros. On n'a pas du tout voulu cracher sur le football, on le répète d'ailleurs dans le livre, on est là pour protéger notre sport chéri. Donc on a voulu trouver des solutions pérennes, durables, solvables et intelligentes qui n'empêcheraient pas une amélioration des compétences footballistiques, une amélioration de la compétitivité footballistique, mais qui permettraient simplement de protéger le football contre justement ces externalités négatives, ces risques d'implosion qui sont directement liés à la dérégulation du marché. Ce qu'on ne veut pas, c'est contrôler et planifier le marché. Ce qu'on veut dans une optique très, je dirais, très keynésienne, c'est simplement laisser faire le marché, mais corriger toutes les défaillances que le marché peut créer. Donc, vous l'avez dit, effectivement, on a réfléchi à la possibilité de pouvoir rétablir les quotas qui existaient justement avant l'arrêt Bosman. Donc des quotas, voilà, 6 joueurs, alors soit formés à l'échelle du club, soit 6 joueurs nationaux, plus 5 joueurs étrangers de l'espace communautaire, quitte ensuite à avoir 2-3 jokers pour l'espace extra-communautaire, qui permettrait de protéger les joueurs nationaux et d'éviter, on l'a pas précisé, mais d'éviter aussi les faillites sociales qui existent dans le football avec un taux de chômage très élevé, un taux de précarisation très élevé et une sortie du cursus, je dirais, universitaire footballistique du centre de formation, où on a justement 90% des joueurs qui ne parviennent pas à signer, des apprentis footballeurs, qui n'arrivent pas à signer un contrat professionnel. Donc le fait de rétablir des quotas permettrait de protéger la formation nationale française, allemande, anglaise, espagnole, italienne, européenne, et donc d'éviter toutes ces défaillances liées au marché dérégulé. Et il y a ça, donc ces quotas, et voilà, on parle aussi d'autres propositions. On a aussi une contribution Coubertin qui viendrait finalement prélever 1% sur l'ensemble des transferts internationaux. Donc 1%, c'est une taxation finalement extrêmement faible qui ne viendrait pas perturber la bonne mécanique du marché footballistique. Mais ce 1% sur l'ensemble des transferts permettrait de financer un fonds de développement, un fonds de soutien pour la protection de l'ensemble des sportifs et des sportives, une redistribution pour le secteur amateur, pour le sport amateur qui est très important, une redistribution pour la reconversion des sportifs et des sportives, pour la protection, donc voilà, un ensemble d'outils qui ne viendraient pas gréver ou perturber le marché, mais qui viendraient simplement corriger ces défaillances. Et alors justement, cette ultra-libéralisation du monde professionnel football, en football en tout cas, eh bien, est-ce que cette libéralisation pourrait-elle se ressentir à terme vers d'autres sports? Alors, bon, le foot féminin, hein, parce que c'est du foot, mais également le rugby, le handball, des sports donc collectifs qui pourraient donc à terme croître comme le football a croît ces 30 dernières années. Si vous voulez, le risque principal, au-delà des risques sociaux et humains, vraiment, je vais rester dans un cadre purement économique, le risque principal et majeur du libéralisme, où que ce soit, c'est l'éclatement des bulles. C'est pour ça qu'on parle d'explosion du football. Le libéralisme, en laissant faire les acteurs du marché agir comme ils le souhaitent, par une forme d'irrationalité, d'ailleurs, ce qu'on parle dans le bouquin, il y a une certaine forme d'irrationalité dans le football, par une forme d'irrationalité parce que, je ne vais pas reprendre les cours d'histoire de la pensée économique, mais le libéralisme, c'est formé, c'est constitué sur des hypothèses préétablies où on considérait l'humain comme étant parfaitement rationnel, un homo economicus capable de maximiser
et satisfaction personnelle sous contrainte. Le problème, c'est que les hypothèses préconçues sont infondées empiriquement puisque les êtres humains ne sont pas parfaitement rationnels. Donc le risque du libéralisme, justement par se laisser faire d'individus irrationnels, on aboutit à un éclatement des buts puisqu'on va parier sur des choses qui ne prennent pas de valeur. Donc on aura un décalage entre valeur d'échange sur le marché et la véritable valeur d'usage. C'est d'ailleurs c'est sur quoi on s'inquiète par rapport justement au droit TV. On se pose la question si on est capable, Canal+, Beansport, SFR ou autres, sont capables de dépenser 1 milliard d'euros pour des droits TV footballistiques, est-ce qu'ils vont avoir un retour sur investissement? Est-ce que les gens vont continuer à regarder du football où il n'y a plus aucun suspense, où la compétitivité sportive a disparu, à s'abonner en masse pour que les chaînes de télévision puissent récupérer leur investissement initial de 1 milliard? Donc c'est un risque d'implosion à ce niveau-là. Et quand on est justement à la question, est-ce que ce libéralisme, je dirais, très politiquement mortifère et égoïste, pourrait aussi saccager ou en tout cas s'attaquer à d'autres sports que le football? Encore une fois, c'est la marche à suivre qu'on va voir. Le football féminin, à l'heure actuelle, ne rapporte peu. Et comme il rapporte peu, la valeur des droits TV est extrêmement faible. Pour le foot féminin, par exemple, on parle de 1 million d'euros par an pour les droits TV de retransmission à la télévision. Alors qu'on est à 740 millions d'euros pour le football masculin. Donc à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Mais un risque peut aboutir, un risque peut arriver. Je pense aussi au rugby qui ne cesse de prendre de la valeur, que ce soit en Angleterre ou en France. De la même manière, si on laisse faire, si on continue à déréguler, à libéraliser, on pourrait aboutir à un éclatement. À l'heure actuelle, c'est pas ce qui arrive, parce que le rugby, que ce soit le rugby français ou anglais, a imposé quand même des garde-fous. Je pense par exemple que la salary cap, le plafonnement des salaires, que nous, on cherche à imposer à l'échelle européenne, existe déjà dans le top 14. Donc il y a déjà des garde-fous qui existent. Encore une fois, je le répète, ça peut arriver. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je préfère prendre le moins de risques possible et garantir mes arrières. Mais en gros, si on laisse faire, si on dérégule totalement, les choses peuvent très bien arriver d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit que mon discours, j'ai en tête un certain nombre de journalistes qui m'avaient appelé à la sortie du livre, qui m'avaient dit, attendez, ces choses-là, le football qui est explosé, on en parle depuis 20 ans. Je répète, moi je veux pas que ça arrive. Donc tant que ça n'arrive pas, je suis très content. Je veux pas dire, regardez, j'avais raison, ça va arriver. Tant que ça n'arrive pas, c'est très bien. Moi, je veux protéger le football. Je l'aime tel qu'il est. Donc je veux le protéger. Et donc je veux pas qu'on laisse faire parce qu'on dit que ça marche et que d'ici X années, ça explose. C'est déjà arrivé dans l'histoire d'ailleurs qu'il y ait des faillites sportives, des faillites de clubs. Je le cite dans le livre. Dans les années 2000, beaucoup de clubs anglais de 2e, 3e et 4e division ont fait faillite du fait d'un retrait des chaînes de télévision. Donc finalement, cette télédépendance existe et pourrait très bien perdurer d'ici justement la période 2021-2024. Et enfin, donc pour terminer, Pierre Rondeau, vous êtes donc économiste, économiste du sport. Est-ce que votre livre finira par arriver dans un milieu politique? C'était le but qu'on s'était donné avec Richard Bouygues, le fait de l'avoir fait justement avec la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank qui est proche des partis de gauche, notamment du Parti socialiste. Le fait aussi que Richard Bouygues, alors ça n'a pas été précisé sur la 4e de couverture, mais Richard Bouygues est aussi le premier adjoint de la mairie du 12e arrondissement de Paris, élu socialiste. Le livre, en tout cas, au-delà du Parti socialiste, le livre a été envoyé à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs de tous les partis politiques confondus, sauf le Front National. Ils ont tous reçu. Et on a eu des retours. Moi, j'ai déjà eu des retours de la part de certains députés et sénateurs socialistes. Mais encore une fois, droite, gauche confondue, on ne cherche pas à mettre des barrières. Nous, ce qu'on veut, c'est participer à une réflexion pour améliorer le football. Il est évident que nous sommes plutôt d'obédience de gauche, mais je le répète, si des gens à droite, au centre, à l'extrême gauche, veulent aussi participer à la lutte pour protéger le football, très politiquement, je pourrais dire plus on est tout, plus on rit. Mais tant qu'on est là pour protéger le football, moi, j'invite tout le monde à participer. Je ne veux pas du tout rentrer dans des carcans idéologiques et dire je suis socialiste, donc je refuserai le débat avec un mélenchoniste ou avec un filloniste, par exemple. Moi, je veux protéger le football. Et si quelqu'un d'obédience différente de la mienne me dirait je ne suis pas d'accord avec vous et vous dire pourquoi, j'accepterai le débat et on pourra entamer un débat, une réflexion pour faire avancer les choses.
L'appel est donc lancé. Merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir répondu aux questions de C'est l'info, économiste du sport. Merci à vous. Donc vous publiez Le foot va-t-il exploser, donc avec Richard Bouygues aux éditions de l'Aube et en partenariat avec la fondation Jean Jaurès, comme vous le précisiez il y a quelques instants. À très bientôt.